Quand on dit révolte, on pense à la violence, à la foule, à la destruction. Et pourtant, l'État, le pouvoir, s'est construit grâce à ces révoltes. Pas contre, grâce. La rébellion n'est pas un accident de l'histoire politique. Elle en est le moteur. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. En tout cas, c'est ce qu'avance l'historien Vincent Challet. La rébellion n'était pas une rupture, mais un langage politique. La naissance des révoltes. Le monde médiéval est un monde fractionné, où chaque seigneur, communauté, confrérie a sa part de pouvoir, de droits et de privilèges. De plus, à la fin du XIVe siècle, il est secoué par la peste, les famines, les guerres et les impôts. Car oui, les rébellions, les commotions, les jacqueries sont moins des mouvements spontanés et irrationnels que des révoltes fiscales. Et nous allons le voir, ces révoltes, malgré les apparences, ne sont pas anarchiques. La baisse démographique a rendu la main-d'œuvre rare et chère. Les salaires explosent. Les paysans et les artisans négocient. Parfois, on refuse d'obéir. Et ces révoltes répondent à un schéma précis. On sonne le tocsin, on rassemble la communauté qui se structure autour d'un chef élu, on jure fidélité au roi, on brandit la bannière royale pour proclamer sa loyauté, puis on fait des doléances et on réclame justice. La rébellion médiévale n'est pas un rejet du pouvoir, c'est un dialogue conflictuel avec lui. Pour ceux qu'on appelle les rebelles, prendre les armes, c'est parler. La violence n'est pas un accident, c'est une méthode. 1358. En France, les Jacques jurent de défendre le bien commun. 1381. Les insurgés anglais marchent sous les armes du roi Richard II en criant « Avec le roi Richard et avec le vrai peuple d'Angleterre ». Ils ne veulent pas renverser le trône, mais rappeler au roi qu'il doit les écouter. Écouter son peuple. Lorsque les hommes de Walt Tyler incendieront le palais du duc de Lancastre, ils ne le pilleront pas. Nous ne sommes pas des voleurs, mais des rebelles. C'est un acte symbolique, un message politique, une violence calculée, une pression sur le pouvoir. Fin du XIVe siècle, Montpellier, les artisans et les marchands refusent un nouvel impôt municipal. Ils envahissent l'hôtel de ville, cassent quelques vitres, menacent les échevins, puis négocient. Et c'est là, à chaque fois, que le pouvoir affolé décide d'intervenir. Chaque crise oblige l'État à écouter, à ajuster, à légitimer. La violence n'est pas un accident, c'est une méthode. La répression et négociation. Après chaque révolte, le même scénario se répète. La répression, les pendaisons, les confiscations. Et puis, quelques années plus tard, des chartes, des réformes, des allègements d'impôts. D'ailleurs, ça on le voit pas trop, alors qu'on est quelques années après les Gilets jaunes. Mais bon. Le sang sert de ciment. Ce cycle brutal mais efficace permet au pouvoir de tester ses limites et de reconstruire sa légitimité. La violence devient un outil de stabilisation. Hugues Neveu et Jean Nicolas, spécialistes de la période moderne, l'ont bien résumé. D'un côté, la répression, souvent brutale et sanglante, mais de l'autre, le dialogue, le conflit-négociation qui a donné au pouvoir le moyen de perdurer. 1351,
1381, Albert Pope. 1351, Édouard III, roi d'Angleterre, promulgue le Statut of Laboureur. L'objectif est de bloquer les salaires des agriculteurs qui ont explosé après la peste. Comme il y a moins de laboureurs, parce que la moitié de la main-d'œuvre est morte, les salaires augmentent. Le 7 ou 8 août 1357, à Londres, Albert Pope, maître artisan, refuse d'appliquer la nouvelle réglementation sur les salaires. Là où Édouard III prétend établir l'ordre social, Albert Pope prétend qu'aucun roi ne peut décréter le prix du travail. Il réunit ses voisins, pas d'armes, pas de violence, juste un refus net et définitif. Pope est arrêté et jugé pour rébellion. Et d'autres artisans et travailleurs le suivent dans le royaume d'Angleterre. Les ouvriers quittent leur seigneur. Des moissonneurs refusent des contrats. 1381, des milliers de personnes marchent sur Londres. Pour la première fois naît une conscience sociale, où les salaires sont au cœur du débat. Les révoltés forcent l'État au dialogue. 14e siècle, Montpellier. À Montpellier, fin du 14e siècle, la municipalité impose un nouvel impôt. Les artisans et les marchands envahissent l'hôtel de ville, cassent quelques vitres, menacent les échevins, puis négocient, je vous l'ai déjà dit. En conséquence, après avoir réprimé, l'administration crée un cadastre qui permet de calculer l'impôt en fonction de la richesse réelle, le compoids. Ce n'est pas un recul de l'administration, c'est un pas de plus vers l'administration moderne, vers un État moderne. Calquons pas sur le Moyen-Âge la vision marxiste de la révolte. Les révoltes ne cherchent pas à abattre le pouvoir, mais le dialogue. Comme le résume Vincent Chalais, la rébellion a constitué le corollaire quasi indissoluble de la formation des États monarchiques à partir de la fin du Moyen Âge. Le peuple découvre le poids de ses actions collectives. Le roi apprend à gouverner non plus seulement par la force, mais par la négociation. Ce que la monarchie perd en pouvoir absolu, elle le gagne en légitimité. D'ailleurs, le mot révolte en soi n'existe pas avant 1501. On utilise rébellion pour discréditer l'adversaire. La révolte sera une invention du pouvoir dans le but de le légitimer. En légitimant le peuple, en n'en faisant pas des révolutionnaires, on légitime le roi. Et pour ceux avec qui la négociation est impossible, on les accuse d'hérésie. Ça, c'est une autre histoire que je vous détaille dans cette vidéo sur Pierre de Vérone. D'ailleurs, n'est-ce pas exactement la même chose aujourd'hui ?